Rebonjour Noémie. Bonjour Marc-Antoine. Alors, on va continuer dans cet épisode axé sur la vaccination avec un autre segment qui va aborder, je vais aborder la vaccination générale chez l'adulte. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, qui viennent de tomber sur ce balado-là, mon nom est Marc-Antoine Dufresne, je suis stagiaire en pharmacie à l'Université de Montréal avec Questions pour un pharmacien. Et ma collègue Noémie Maurice qui est stagiaire aussi. Qui est stagiaire, exactement. Et dont le projet de stage est de faire un podcast sur différents sujets. Et mon segment, donc, comme je l'ai dit, vaccination générale adulte. Là, je tiens à dire que les vaccins, les concepts et tout que je vais dire, ou les indications, c'est vraiment non exhaustif. Dans le sens que c'est... il faut toujours consulter votre pharmacien ou votre médecin pour voir tous les vaccins qui sont indiqués ou gratuits pour vous, selon vos maladies, selon certaines conditions, etc. Mais j'ai essayé de regrouper, de synthétiser, soit les plus fréquents ou les plus qui touchent le plus grand nombre de personnes possible. Mm-hmm. Parce que c'est quand même, tu sais, c'est très intéressant, puis c'est de ça qu'on avait discuté quand tu as eu comme l'idée de faire un peu plus à ce niveau-là, parce qu'on sait que la vaccination, c'est dans l'air du temps, on en parle, puis nous, notre mandat, c'était d'en parler sans parler de la COVID, mettons. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y a beaucoup, quand on est un bébé, on a le calendrier du célèbre PIC, là, qui est le protocole d'immunisation du Québec, qui nous aide à savoir où on est rendu où, puis c'est souvent le pédiatre qui vaccine l'enfant, puis qu'on pose pas de questions, puis on avance, mais au cours de la vie, on est vraiment autonome à gérer notre propre santé. Exact. Puis souvent, on sait pas trop, genre, quand il faut se faire vacciner, sur quoi, est-ce que c'est important de se faire vacciner pour la grippe, ou... Tu sais, il y a plein de questions comme ça, puis je trouve ça super intéressant, le volet que tu vas aborder aujourd'hui. Exact. Donc, c'est pour ça, c'est que comme tu l'as expliqué, un coup qu'on est adulte, on a plus de chances d'être perdu dans le fil de l'immunisation des vaccins et tout, versus quand on est un nouveau-né, qu'on a des suivis plus réguliers, etc. Donc, commençons sans plus attendre, pardon, j'en perds mes mots, par un vaccin qui, cette année, a été vécu pour la première fois en pharmacie communautaire là, à plus grande échelle, et même par certains pharmaciens. Ça a été la première fois dans le fond que les pharmaciens pouvaient vacciner. Exact. Surtout avec la pandémie, ça a été... Puis on dit qu'on voulait pas parler du COVID, mais on rentrait dedans. Mais oui, fait que, sans plus tarder, c'est le... Fait que c'est le vaccin pour l'influenza ou la grippe, là, en bon français. Il y en a plusieurs noms, il y a plusieurs particularités. Moi, personnellement, cette année, j'ai reçu le Flulaval Tétra. Le fait que tu saches le nom, ça Puis c'est quoi, en fait, là, dans le fond, l'influenza? C'est un ensemble de virus, là, parce qu'il y a des souches, il y a des sous-souches, en tout cas. Mais tu sais, l'influenza, c'est pas un seul virus, là, c'est comme un groupe de virus qui est responsable de la grippe et des symptômes associés. Donc, souvent, c'est de l'écobassure, de la fièvre. C'est un peu, on parle encore de la COVID, mais ça ressemble beaucoup aux symptômes de la COVID. Donc, des courbatures, de la fièvre, mal de gorge, un mal-être général là, pendant quelques jours. Et chez certains types de population, il peut y avoir des complications plus importantes. Et ça va être souvent relié à chez qui que le vaccin va être offert et indiqué gratuitement. Donc, ça englobe quel vaccin? Il y a des vaccins injectables, comme la formulation connue des vaccins. Il y en a qui contiennent, qu'on appelle trivalents, donc qui contiennent là, comme 3 souches, on peut dire. Et il y en a des quadrivalents, donc qui contiennent 4 souches. C'est des vaccins qui sont inactivés. Donc, ça veut dire que la partie du virus à l'intérieur, il n'y a pas de virus vivant dans ces vaccins-là. Donc, ils peuvent être administrés à beaucoup plus de gens. Contrairement à un autre type de vaccin que je vais parler là, dans les plus brèves secondes. Exactement. Chez les adultes, là, il y a trivalent, donc 3 souches, quadrivalent, 4 souches. Chez les adultes, habituellement, on va recommander là, seulement le trivalent parce que le quadrivalent avec une souche supplémentaire, souvent la protection additionnelle est modeste. Ça dépend des certaines saisons, c'est souvent plus cher aussi, le quadrivalent. Donc souvent ce qui est adéquat c'est de donner le trivalent. Moi j'ai reçu le quadrivalent, je sais pas si c'est parce que cette année c'était celui qui était moins dispendieux ou etc. Mais minimalement il devrait contenir au moins 3, il devrait être trivalent, exact, 3 souches.
Une autre forme de vaccin pour l'influenza, donc pour la grippe, c'est intranasal, donc sous forme vraiment là, dans le nez, qui s'appelle le Flumist, qui est celui-là par contre, seulement indiqué chez les enfants, donc en pédiatrie. Et une particularité, c'est que c'est un vaccin vivant. Donc, étant donné qu'il est vivant, donc il y a vraiment un potentiel chez les personnes en santé qui ont un bon système immunitaire, il n'y a pas de problème à administrer un vaccin vivant. Par contre, si on est immunosupprimé de par une maladie, comme par exemple le VIH qui n'est pas contrôlé, ou en phase terminale par exemple, si on a en cancer, qu'on a des médicaments qui sont immunosuppresseurs, il y en a plusieurs, ça fait en sorte que le vaccin qu'on administre peut finalement nous contaminer, peut finalement nous attaquer. Puis c'est un peu aussi, tu sais, c'est le cas pour ce vaccin-là, puis c'est le cas pour d'autres vaccins aussi en général. Puis il y a déjà, tu sais, il y a des fois pas une méconception, mais des fois on se dit, ben voilà, c'est juste une petite piqûre. Genre, pourquoi les pharmaciens, c'est si compliqué les former? Mais c'est vraiment plus compliqué que ça. Il faut vérifier justement que c'est indiqué que c'est correct pour la personne. Puis il y a des risques des fois aussi. Puis aussi, il faut prendre en charge le patient ou la personne après s'être fait vacciner. Là, il peut avoir des effets secondaires, on ne se le cachera pas à ce niveau-là. Mm-hmm. Puis ce que je voulais juste rajouter pour le vaccin pour la grippe, quand on disait que c'est un vaccin vivant atténué, là, c'est ça que chez les personnes en bonne santé, il n'y a pas de risque de récidiver, que le vaccin se réactive puis devienne comme envahi. Fait que les gens qui disent « Ah, mais moi, j'ai eu le vaccin pour la grippe, puis j'ai eu la grippe après », je suis désolée de vous l'apprendre, mais ce n'est pas vrai. Non. Vous n'avez pas eu la grippe après. C'est ce qu'on appelle en bon jargon médical, des syndromes pseudo-grippaux. C'est juste que le corps répond à l'entrée d'un nouveau pathogène, de quelque chose dans son corps qui est étranger à lui. Fait qu'il va mettre des mécanismes de protection, des mécanismes de sa barrière de défense. Et ces mécanismes-là vont avoir comme cause de causer de la fièvre et des symptômes qui vont, des frissons, mais c'est pas la grippe que vous avez, là, c'est juste des symptômes apparentés. Fait que non, les vaccins pour la grippe ne causent pas la grippe. Exact. C'est un très bon point que souvent c'est un gros mythe, là, mais non, en effet, ça ne cause pas la grippe. Puis on donne ça à qui, ce vaccin-là, gratuitement, mettons? Oui, c'est ça. Chez qui c'est indiqué, donc couvert là, gratuitement, ben, c'est chez les 75 ans et plus, de base. Là, vraiment dans le calendrier de base, c'est chez cette population-là. Pourquoi? C'est que 50% des hospitalisations reliées à la grippe et 88% des décès sont associés à cette tranche d'âge-là. C'est vraiment une population qui est très à risque. Qui est plus à risque de complications, exactement. Donc, chez ces personnes-là, ça va être administré là, et gratuitement. Par contre, chez les personnes de 6 mois, donc quand même les bébés, là, jusqu'à 74 ans, ça peut être également indiqué selon certains critères. Donc, si on a des maladies cardiaques ou pulmonaires chroniques, si on a d'autres maladies, comme si on a le diabète, le VIH, si on est obèse de façon importante, divers problèmes, si on a le cancer, etc. Donc, il y a vraiment plein de maladies et de conditions qui peuvent faire en sorte que même si vous n'avez pas 75 ans, vous pourriez bénéficier du vaccin pour la grippe. Et pourquoi c'est gratuit? C'est que, en fait, toutes les caractéristiques que j'ai nommées, les exemples, ça fait en sorte que si vous l'attrapez, vous êtes plus à risque de complications et éventuellement de décès. Donc, c'est pour ça. Également, ça va être gratuit chez ceux qui vivent en CHSLD, par exemple, souvent vu qu'ils sont plus âgés. Les femmes enceintes également, ça va être gratuit au 2e et 3e trimestre. Et ceux qui sont à risque de le transmettre, comme par exemple les travailleurs de la santé. Les parents d'un enfant malade, par exemple. Exact. Les personnes qui, par exemple, moi, quand j'étais encore un stagiaire en pharmacie, puis que j'allais visiter ma grand-mère qui était sous chimiothérapie, je me suis fait vacciner pour la grippe. Et c'était gratuit à cette époque-là. Puis, si vous vous demandez là, pourquoi il y a des vaccins qui sont gratuits puis d'autres sont payants, puis comment ça, bien, je vous invite à écouter le premier segment de notre épisode sur la vaccination. On revient un peu plus en détail là, pour pouvoir vous aider à ce niveau-là si c'est quelque chose qui vous questionne. Exact. Puis là, je veux vraiment défaire un mythe là, du fait que le vaccin contre la grippe n'est pas efficace parce qu'il faut qu'on se fait vacciner à chaque année. Ah ben oui, parce que s'il était efficace, on se ferait vacciner juste une fois. Exact. Mais c'est parce que la grippe, ce qui est particulier, c'est vraiment une fois par année. Généralement, c'est en automne, là, au début de la saison de la grippe. Mais c'est que les vaccins, les souches, comme j'ai dit tantôt, ça change d'année en année. Certaines années, c'est plus tel type de souche qui est prévalent, qui est fréquent.
D'autres années, c'est plus tel. Fait que dans le fond, il y a comme des organismes qui surveillent les cas de grippe, qui évaluent quelles sont les souches les plus fréquentes et par la suite créent les vaccins en fonction de ça. Parfois, ça tombe bien. Parfois, c'est... On a mal évalué. Là, c'est comme un peu ça la arrive. météo. Exact, c'est ça. Parfois... Très mauvaise analogie, mais mettons. Oui, non, mais c'est exactement ça. Parfois, on évalue bien, parfois un peu moins bien. Donc, c'est pour ça que, aussi, tout dépendamment des années, parfois, il est un peu plus efficace que d'autres. Mais ça fait en sorte, quand même, c'est totalement pertinent de le recevoir si c'est indiqué pour soi. Ça prend environ 2 semaines après le vaccin pour avoir une réponse de notre système immunitaire, là, donc avoir une certaine immunité. Et ça dure minimalement toute la saison de la grippe, donc jusqu'à l'arrivée du printemps et du beau temps. Puis, mettons, là, on parlait un peu d'efficacité, mais ouais. on a-tu un range? Mettons qu'on dit environ, on est à combien de diminution du taux de grippe? Oui, c'est environ de 30 à 60 donc de diminution du taux de grippe. Ça serait moins efficace chez les personnes âgées, possiblement parce que leur système immunitaire à la base est moins capable de se créer une immunité, etc., vu qu'il est plus âgé, là, malheureusement, mais c'en est un. Puis aussi, dans les études, là, ça montrait vraiment une diminution de la transmission aux personnes vulnérables. Des fois, c'est ça justement l'objectif qu'on veut. C'est quelqu'un qui est en santé qui dit c'est pas grave, mais au moins. Exact. Puis il y avait souvent un autre mythe aussi, comme quoi que le vaccin pour la grippe, chez ceux qui étaient allergiques aux œufs, ça pouvait poser problématique. En fait, c'est faux. C'est pas une contre-indication. Il n'y a pas de précaution particulière que vous soyez allergique mortellement aux œufs ou juste de façon... intolérance. Une petite intolérance. Il n'y a vraiment aucun problème avec le vaccin là, pour l'influenza. Ben, parfait, mais je pense que c'est assez complet pour l'influenza, pour la grippe. On espère que ça allait réussir à vous rassurer un petit peu sur la grippe. Là. Ceux qui voulaient plus aborder ce qui est effets secondaires, là, on a parlé des pseudo-grippaux. Pour les autres effets secondaires, tous les vaccins s'apparentent quand même là, pour les effets secondaires. Fait que on vous invite encore à revenir au premier segment. Exact. Donc, je vais passer à un autre type de vaccin ou problème de santé. Donc, c'est le vaccin qu'on appelle contre le pneumocoque. Mais lui, il est très fréquent aussi. Il est quand même très fréquent, exact. C'est quoi, en fait, ce qu'on appelle pneumocoque? Souvent, pneumocoque, on pense pneumonie, mais la vaccination en tant que telle est vraiment pas pour ça. Donc, ça va venir vraiment, là, c'est vraiment plus pour les infections invasives à pneumocoque. Donc, les méningites, les infections au niveau des os, au niveau, là, même quand l'infection se ramasse dans le sang, donc ce qu'on appelle la septicémie. Donc, c'est tout ça là, qu'on veut prévenir avec le vaccin contre le pneumocoque et pas tant les pneumonies pulmonaires, là, qu'on appelle là, de façon... La pneumonie, là. C'est ça, avoir une pneumonie. C'est vraiment pas pour ça que les vaccins ont été prouvés efficaces, en fait. Puis ça, la pneumocoque, c'est quand même, tu sais, ça devient mêlant même pour les patients. Moi, je pense même pour les pharmaciens. Puis, moi, je suis étudiante en pharmacie, c'est quelque chose que j'ai quand même trouvé souvent mêlant. Là. Il y a différents types de vaccins. Là. Exact, oui. Je vous dirais qu'il y en a 2. Ils se distinguent, les vaccins pour les pneumocoques se distinguent en comme 2 familles. Il y a ceux qui contiennent 23, qu'on appelle 23 valents, donc on peut dire comme 23 souches, communément appelés commercialement le pneumovax. Il y a ceux aussi qui sont, dans le fond, entre 10 ou 13, et ça, c'est le Synflorix pour le 10 souches, ou le Prevnar 13 pour les 13 souches. Donc, dans la composition un peu du vaccin, c'est différent. Le pneumovax, lui, il est ce qu'on appelle... les deux sont inactivés, donc ils peuvent être administrés à des personnes qui sont immunosupprimées sans problème. Par contre, là, ils ont certains procédés de création qui font en sorte que c'est certains différents puis qui n'ont pas les mêmes souches, ils ne touchent pas les mêmes souches. Mais sensiblement, là, c'est pas des... ça va varier dans les indications, mais d'un point de vue pratico-pratique, le fait qu'il soit, par exemple, polysaccharidique ou conjugué entre toi et moi en ce moment, ça change rien. Ça change rien. Puis je pense que c'est juste du charabia. C'est ça, exact. C'est les ça. autres temps. Exact. Donc, le pneumovax, lui, c'est pas interchangeable avec, par exemple, le Prevnar, parce que le pneumovax, il couvre 23 souches, il est 23 valents, l'autre 13. Puis ils n'ont pas toujours les mêmes indications non plus. Puis généralement, là, ils sont indiqués, c'est sûr, comme vous allez voir, là, plus pour les
parfois pour certains adultes. Mais pour le pneumovax, par exemple, ça peut être donné à partir de 2 ans. Puis le Prevnar, le Synflorix, c'est à partir de 6 semaines de vie. OK. Donc, c'est Si des... on a un plus petit bébé, on a une bonne... peut y aller après. Oui, c'est ça, exact. Tout dépendamment des indications. Puis justement, pour qui ce serait gratuit? En fait, le pneumovax, donc celui qui contient 23 souches, tout adulte de 65 ans et plus pourrait recevoir un rappel de dose gratuit. Peu importe le nombre de doses reçues avant d'atteindre l'âge de 65 ans. Par contre, il faut s'assurer que la dernière dose a été donnée il y a moins de 5 ans. En fait, non, l'inverse. Il faut s'assurer que la dose a été donnée il y a plus que 5 ans. Donc, si par exemple, pour une raison ou une autre, pour un problème de santé ou quoi que ce soit, on a reçu une dose à 63 ans, on va revacciner à 68 ans, donc dans 5 ans. Fait qu'une personne, tu sais, mettons, je pense à mes parents qui vont arriver bientôt à 65 ans, ben là, ils vont pas être contents d'entendre ça, là. Mais prochainement, mettons, quelques années, ils pourraient recevoir gratuitement ce vaccin-là. Exact. Oui, c'est ça, qu'il soit en santé ou pas, qu'il soit... Peu importe, un adulte... Puis y a-t-il une raison? Parce que je veux dire, tu sais, qu'on le donne gratuitement comme ça, il doit y avoir une raison. Est-ce qu'il y a une augmentation de l'incidence? Oui, exactement, c'est ça. C'est que dans les études, à partir de 65 ans, c'est là qu'il y a une augmentation plus drastique des infections invasives à pneumocoque. Okay. Là, donc vraiment, tu sais, des méningites, des infections au niveau des os qu'on appelle des ostéomyélites. Donc c'est vraiment là, à ce niveau-là, à cet âge-là. Puis ostéomyélite, là, je m'excuse de couper, mais oui. Pour les gens qui sont c'est tellement abstrait, ça peut mener à des amputations. Exact. Fait que c'est vraiment difficile à contrôler. Mm-hmm. Et c'est ça, puis tu sais, le 65 ans, c'est pas que c'est minimum, mais tu sais, c'est au moins 65 ans. Dans le sens que, tu sais, justement, si tu as eu une dose à 63 ans, ça veut pas dire que tu es immunisé. Tu sais, on va quand même faire un rappel, mais c'est dans 5 ans. Ouais. Parce qu'il faut toujours que la dernière dose soit donnée il y a plus de 5 ans. C'est sûr qu'on peut le recevoir quand on est plus jeune, le pneumovax, donc entre 2 ans et 64 ans. Tout dépendamment de certains problèmes de santé. Par exemple, ce qu'on appelle l'asplénie, donc c'est un terme un peu pas loufoque, là, mais complexe, pour, qui veut dire en fait que c'est un problème au niveau de la rate. Donc, soit que la rate, qui est un organe quand même important au niveau du système immunitaire, donc soit la rate, soit qu'on n'en a pas, donc physiquement elle n'est pas là, ou soit qu'à cause de certaines maladies, elle est moins fonctionnelle. Donc, des maladies, par exemple, qu'on considère que la rate n'est pas fonctionnelle, qu'il y a un dysfonctionnement, c'est quand on a, par exemple, du lupus, qu'on souffre de maladies cœliaques, de maladies de crâne. Il y a plein d'autres exemples, c'est pas les seules conditions, mais en résumé, ça peut être un peu celle-là. Donc, chez les personnes de 2 ans, donc les enfants jusqu'à 64 ans, ça peut être indiqué, là, dans le fond, de recevoir le pneumovax quand même. Pourquoi chez cette patiente-là? Parce qu'il y a 25 à 30 fois plus d'infections invasives chez soit les aspléniques ou soit chez les greffés, donc ceux qui sont immunosupprimés. Parce que c'est ça, dans le fond, dans les 2 à 64 ans, là, il y a aussi l'asplénie et l'immunosuppression. Donc, comme je dis tantôt, tout ce qui est cancer, tout ce qui est chimiothérapie, médicaments ou maladies qui amènent que le système immunitaire est plus faible, c'est là. Donc, 25 à 30 fois plus d'infections invasives à pneumocoque chez les greffés et 10 fois plus d'infections invasives à pneumocoque chez les patients qui souffrent de cancer pulmonaire. Donc, d'où l'importance là, de la vaccination. Et comme j'ai dit tantôt, vu que peu importe le vaccin pour pneumocoque qui est utilisé, ils sont inactivés. Donc, ils peuvent être injectés chez les personnes immunosupprimées. Ce n'est pas un vaccin vivant. Il y a d'autres maladies, là, il y en a beaucoup. Les maladies pulmonaires chroniques, cardiologiques, au niveau du cœur, au niveau du foie, le diabète, si on a des problèmes au niveau du rein, même parfois si on est en situation d'itinérance et qu'on a tendance ou pas même à utiliser là, des drogues injectables, ça peut être indiqué de le recevoir si on est entre 2 et 64 ans. Chez les plus de 50 ans aussi, ça peut être indiqué en asthme, mais c'est un asthme vraiment assez grave pour soit avoir un suivi médical ou être hospitalisé. Donc, c'est pas juste un petit asthme léger à l'effort, là, c'est vraiment un asthme sévère chez les 50 ans et plus. Donc, ça, c'est pour le pneumovax, donc comme je rappelle, qui couvre 23, qui est 23 valent, donc 23 souches.
Sinon, pour ce qui est du Synflorix ou du Prévenor, donc il couvre soit 10 avec le Synflorix ou 13 souches avec le Prévenor. Donc chez les adultes, c'est vraiment juste le Prévenor, donc le 13 qui a été étudié. Il n'y a aucune donnée avec le Synflorix. Le Synflorix est indiqué en pédiatrie pour souvent dans le calendrier de base. Puis le Prévenor aussi, c'est qu'il couvre vraiment plus une certaine souche qui peut être assez violente. Et chez les adultes, chez qui qu'on va donner le Prévenor 13, c'est quand on est soit, comme j'ai dit, là, qu'on n'a pas de rate ou qu'elle n'est pas fonctionnelle ou qu'on est immunosupprimé. Mais sinon, je vous dirais le plus fréquent chez les adultes, c'est davantage le pneumovax qui est indiqué à une plus grande population, vu qu'à partir de 65 ans, il est indiqué chez tous les adultes. Puis si, mettons, un patient a déjà eu une dose d'un ou de l'autre, est-ce qu'on devrait donner les deux ou on devrait en donner un des deux? Y a-t-il quelque chose qui est préféré? En fait, il y a un certain schéma, un intervalle, en fond, qui est tout dépendamment de quand on a reçu l'autre, un ou l'autre. Okay. Parce que parfois, comme j'ai dit, c'est ça, tu sais, chez, par exemple, les personnes qui deviennent immunosupprimées, ça peut être indiqué de recevoir les deux. Donc, l'intervalle, ça peut être indiqué, c'est ça, de recevoir soit le Prévenor, par exemple, ou le Pneumovax. Le schéma qui est préféré, là, qu'on considère vraiment meilleur, qui est plus efficace, que le système immunitaire là, devient plus rapidement apte et protégé, ouais. Exactement. C'est commencer avec le Prévenor 13 en premier, attendre 8 semaines et vacciner avec le Pneumovax, le 23. Sinon, si par hasard on a reçu le Pneumovax en premier, là il faut attendre 1 an avant de recevoir le Prévenor. Et là, tu sais, un délai d'1 an versus un délai de 8 semaines, là, côté fenêtre à risque, c'est vraiment plus important. Ouais. Donc, c'est pour ça que le schéma que je vous ai dit plus tôt, avec le Prévenor en premier, on attend 8 semaines, et la Pneumovax, c'est celui qui est privilégié. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est du Pneumovax. C'est sûr que, comme j'ai dit, là, dans le fond, le nombre de doses, etc., c'est sensiblement la dose de rappel la plus fréquente, la 65 ans. Chez certains types de maladies, on peut avoir besoin d'une dose supplémentaire 5 ans plus tard. Mais là, ça va vraiment être les professionnels de la santé qui vont évaluer ça. En général, là, un patient qui serait quand même en bonne santé, qui aurait 65 ans, une dose, puis ça serait suffisant pour la vie. Là. Puis souvent, ils vont donner une petite carte aussi, là, la petite carte bleue là, quand on vaccine. Là. Dans ma tête, elle est bleue, là, ce que j'ai vu, mais je suis pas sûre. Là. Mais c'est vraiment important de la garder aussi parce que parfois, on ne souhaite pas à personne, mais s'il y a une hospitalisation, des fois, c'est impertinent de savoir est-ce que le patient a déjà été vacciné pour pas qu'on vous redonne le vaccin si, exemple, on débute un traitement où vous pourriez en bénéficier. Là. Donc, c'est quelque chose à conserver. Exact. Puis pourquoi c'est vraiment important? En fait, l'efficacité là, du pneu, surtout du Pneumovax, là, celui qui couvre 23 souches, c'est que 65% des infections invasives à pneumocoque chez les 65 à 74 ans étaient causées par des souches qui étaient contenues dans le vaccin. Donc, ça a vraiment un impact là, considérable, d'où la pertinence de celui-là, vu que les infections communes sont causées par des souches qu'on peut avoir qui sont dans le vaccin. D'où la grande importance de ça et d'en parler à ces professionnels de la santé. Donc voilà pour le pneumocoque. Très complet. Oui, quand même. Mais ça peut être quand même mêlant vu qu'il y a différents types de vaccins pour ça. Oui. Puis toujours pour vous démêler, vous pouvez soit aller sur Questions pour un pharmacien en ligne ou voir votre pharmacien de quartier. Ensuite, on va passer avec tétanos et coqueluche. En fait, c'est quoi? Le tétanos, c'est une bactérie qui est habituellement présente là, plus dans un environnement extérieur, donc dans la boue, dans la poussière. Et ça s'infiltre quand on se fait des plaies, quand on se blesse, par exemple. Puis, je résume vraiment très brièvement c'est quoi, mais tranquillement, ça va causer une paralysie. Le tétanos, à cause de la bactérie qui va produire des toxines. Alors que la coqueluche... je voulais juste rajouter sur le tétanos, là, ça arrive à tout le monde de se couper ou de se blesser occasionnellement. Puis le risque de contracter pendant le tétanos est quand même faible. Par contre, si on a le tétanos et on n'est pas pris en charge rapidement,
il y a un grand risque de mortalité. Là, on parle d'environ 1 personne sur 3 qui contracte le tétanos, qui va en mourir. Là. Donc, c'est pourquoi. Puis les symptômes vont souvent arriver plus tardivement. Là. On dit que ça peut arriver environ quelques jours après l'infection jusqu'à quelques semaines. Donc, parfois, ça peut être plus long avant de voir les symptômes à ce moment-là. Sinon, la coqueluche, c'est une bactérie qui affecte les voies respiratoires. Puis ça peut causer une toux grave, là, entre autres. Donc, je les ai regroupés ensemble, ces 2 problèmes de santé-là, qui sont quand même assez différents, mais c'est qu'ils sont presque, en fait, je pense, exclusivement combinés dans le même vaccin. Je sais pas de temps, mais je pense que oui. Donc, quel vaccin ça englobe, ça, le tétanos et la coqueluche? Ça englobe, premièrement, soit l'Adacel ou le Boostrix, entre autres. Un vaccin inactivé qui contient, oui, le tétanos, mais également de la diphtérie, là je ne rentrerai pas en détail, la polio et la coqueluche. Également, il y a aussi juste l'aspect diphtérie-tétanos qu'on appelle le TD absorbé, qui, celui-là, n'a pas l'aspect là, polio ni coqueluche. Exact. Donc, pour qui ça va être indiqué? En fait, la combinaison tétanos-coqueluche, en fait, surtout l'aspect coqueluche contenu dans l'Adacel ou dans le Boostrix, c'est pour les femmes enceintes. Pourquoi les femmes enceintes? En fait, je peux le dire maintenant, là, c'est qu'en fait, on va donner une dose entre 26 et 32 semaines de gestation, donc 26 à 32 semaines de grossesse. Et ça à chaque grossesse, pardon. Okay. Pourquoi? Mais la mère est déjà immunisée. Exactement, mais c'est pas pour protéger la mère, c'est pour protéger le bébé dans le ventre. Parce que, en fait, les anticorps contre la coqueluche vont passer à travers le placenta et vont donc protéger le bébé dans le ventre. Puis pourquoi qu'on veut protéger les bébés dans le ventre? C'est que les hospitalisations puis les décès reliés à la coqueluche, c'est surtout chez les nouveau-nés de moins de 3 mois. Okay. Et pourquoi? C'est que la première dose de vaccin est à 2 mois, puis ça prend environ 1 mois avant que le système immunitaire se développe une immunité. Fait qu'il y a comme une fenêtre de 3 mois. Fait que le fait de le donner durant la grossesse, ça permet j'ai juste le terme anglophone en tête, de bypass, de vraiment de passer par-dessus cette fenêtre-là. Je veux dire overcome, comme c'était français, genre. Fait que vraiment de venir protéger le bébé par la vaccination de la mère. Puis ça l'a permis comme efficacité de prévenir 90% des hospitalisations et 95% des décès chez les moins de 3 mois. Là, c'est fou, puis c'est vraiment très, très, très important. Et aussi, une petite parenthèse, là, chez les femmes enceintes, on va grandement privilégier les vaccins inactivés, ce qui est le cas là, avec celui pour la coqueluche et tétanos. Dans certains cas, on peut donner un vaccin vivant. Dans la grande majorité des cas, c'est contre-indiqué, mais pour certaines conditions exactement. Puis c'est toujours à évaluer selon le cas par cas. Donc ça, c'est pour la gratuité et l'indication, l'efficacité un peu de l'aspect coqueluche contenu. Le D4. Le D4, exact. Donc l'Adacel ou le Boostrix, de leur nom commercial. Sinon, l'aspect tétanos, c'est indiqué chez tous les adultes, en fait, la dose de rappel là, chez 50 ans. OK. Chez 50 ans et plus, en fait. C'est vraiment la 3e dose. Habituellement, quand on est plus jeune, on reçoit d'autres doses. Donc, en fait, la dose qu'on reçoit à 50 ans, c'est la 3e dose de rappel. Là. C'est sûr quand on est plus jeune, on a reçu d'autres doses, mais des doses de rappel, soit qu'on est adulte ou peut-être fin adolescence, il y en a d'autres, mais à 50 ans et plus, ça devrait être la 3e dose de rappel. Donc, au total, lorsqu'on a reçu 5 doses, là, incluant les doses de rappel, l'immunité dure 30 ans, au moins 30 ans. Donc là, à 50 ans, on se dit, bon, l'espérance de vie est autour de 80 ans, d'où la protection. Exact, on couvre quand même un bon range. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme vraiment la 3e dose de rappel, un peu là, à 50 ans, et qui correspond souvent à une 5e dose totale de vaccin contre le tétanos. Pas besoin. Excuse-moi. Ouais, en fait, non, j'allais juste dire, des fois, on sait pas trop, là, on est rendu à quelle dose et tout, de rappel, par exemple. Puis les pharmaciens, on a des outils, là, puis les oppositeurs pour savoir un peu,
premièrement, d'avoir son carnet de vaccination à jour, c'est toujours la meilleure chose de bien noter. Là, s'assurer qu'on a noté nos vaccins, mais des fois, on le perd ou des fois, on change de pays puis on n'a malheureusement plus ces informations-là. Mais on a des outils pour nous aider à savoir si on devrait ou non donner une dose là, si le patient... Fait, si vous savez pas tant vous êtes à quel niveau, ben oui. Et aussi, le contexte est totalement différent. Là, c'est vraiment des doses de rappel, d'immunité, mais quand on se blesse, quand on a une plaie, les doses peuvent être différentes, les indications peuvent être différentes. Ouais. Et comme tu l'as dit, il y a des algorithmes qui existent pour les professionnels de la santé pour évaluer le risque et tout. Donc, c'est important d'en parler à votre pharmacien ou à votre médecin. Ben oui, exactement, parce que si un patient de 58 ans se blesse et dit « j'ai eu ma dose à 51 ans, je pense que c'est ma 5e dose, je suis pas mal sûre, je suis couvert ». Si vous n'êtes pas sûr à 100%, vous avez une plaie que vous jugez à risque, appelez un pharmacien, ça va nous faire plaisir de juste voir puis d'évaluer si oui ou non, dépendant de votre situation. Exact. Puis ça, la dose chez les 50 ans et plus, t'en as pas besoin avant 50 ans si la vaccination de base a été complétée, là, si les doses de rappel précédentes ont bien été effectuées. Et tu n'as pas besoin non plus si la dernière dose administrée était si tu avais 40 ans ou plus. Parce que l'intervalle minimal depuis la dernière dose, c'est 10 ans. Donc voilà pour ça, mais comme tu l'as dit, parfois c'est complexe, on est mêlé dans les doses, dans les âges et tout. Donc parfois juste prendre le temps de vraiment décortiquer la situation, c'est plus simple et on permet d'avoir des meilleures informations. Fait que là, si on regarde ce qu'on a vu à date, un patient, mettons, sans autre problème de santé précis, à 50 ans, dose de rappel, tétanos. Pour le tétanos. 65 ans, pneumocoque, influenza. À partir de 75 ans, à toutes les années. Exact. Good, parfait. Donc voilà, puis un peu comme tous les vaccins, là, ça prend environ 1 mois post-vaccination avant d'avoir un effet, autant pour le tétanos que la coqueluche. Donc voilà, ça c'est pour tétanos et coqueluche. Là, je vais rentrer, c'est pas une vaccination générale adulte, celui que je vais parler actuellement, mais c'est un vaccin, en fait, c'est un problème de santé que j'ai particulièrement abordé dans un de mes stages. Et c'est le vaccin contre le VPH. Souvent, on dit que le VPH, mais en fait, c'est les VPH. C'est les virus du papillome humain. C'est un groupe de plus de 150 virus différents. C'est sûr que, je vais vous rassurer, la majorité d'entre eux, c'est inoffensif. Mais ils peuvent aussi, ce qui est sournois, c'est qu'ils peuvent infecter sans causer de symptômes. Notamment, d'autres ITSS peuvent causer ça aussi. Quand c'est symptomatique, on va avoir ce qu'on appelle des condylomes ou des verrues. C'est le symptôme le plus fréquent. Puis ça peut être détectable soit à l'œil ou pas. Donc, c'est aussi, encore une fois, sournois. Comme par exemple, à l'intérieur du vagin, c'est pas toujours perceptible. Puis c'est un virus qui se transmet essentiellement, là, dans le fond, par contact de parties génitales, ou l'anus, le sexe oral, partager des jouets sexuels, ou aussi de mère-enfant lors de l'accouchement. Puis ça, ces lésions-là, ce qui est problématique, c'est que ça va possiblement là, se développer en cancer. Là. Exact. C'est une des causes là, fréquentes là, du cancer du col de l'utérus. Exact. C'est pour ça que la vaccination est rendue si importante au niveau du VPH. Là. Exact. Puis aussi, pourquoi j'en parle, c'est que là, maintenant, à l'heure actuelle, c'est les enfants et tout, ils le reçoivent d'emblée à l'école. Avant, c'était juste les femmes, justement, comme tu l'as dit, parce qu'il y a certains types de VPH qui peuvent causer des cancers du col, ils sont connus pour ça. Mais maintenant, il y a aussi, c'est connu que le VPH peut aussi causer quand même beaucoup de cancers de l'anus. Donc, systématiquement, maintenant, les garçons aussi vont être vaccinés durant leur parcours scolaire. Très bonne chose. Donc, voilà. Donc, quel vaccin qui existe? En fait, le plus fréquent chez l'adulte, voire l'essentiel, c'est le Gardasil 9. Donc, qui est un vaccin inactivé. Gardasil 9, donc il va venir couvrir 9 des 13 types de VPH les plus dangereux. Donc, dangereux dans le sens qu'il est le plus à risque de causer des cancers. Il est indiqué pas chez tous les adultes, par contre. Là, c'est sûr que les enfants de demain qui deviendront adultes vont être immunisés. En fait, vont avoir reçu la vaccination. Mais là, les adultes là, qui sont nés avant cette nouvelle loi-là,
Mon Dieu, Ouais, je mets ça c'est gros, ça, là, mais non, cette mais- nouvelle, ce nouveau principe-là, en fait, ça peut être gratuit chez certains types de personnes, comme par exemple chez les femmes de 18 à 26 ans qui sont soit immunosupprimées ou qui vivent avec le VIH, chez les hommes de 9 à 26 ans qui sont soit immunosupprimés ou qui vivent avec le VIH, ou les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes de 26 ans ou moins. Donc, ce qu'on appelle les ARSA, là, peuvent bénéficier gratuitement. Comme par exemple, moi, quand vous allez peut-être le savoir si vous l'avez écouté, ou sinon je vous invite à écouter le segment sur la PrEP. Mais quand j'ai été prescrit pour la PrEP, le médecin m'a demandé si j'étais immun ou si j'avais reçu les vaccins pour le VPH et j'ai dit non. Donc j'ai pu, vu que j'avais moins de 26 ans, recevoir exact. En fait. Aussi, ben non, vas-y aussi. Non, vas-y. Ben, en fait, j'allais juste dire aussi, là, s'il y a des patients qui sont atteints là, du VPH, on peut quand même donner Totalement. le vaccin, puis ça peut réduire le risque Oui. des complications et tout. Là. Fait que, Exact, quand même, oui. c'est pertinent. Des fois, les gens sont comme, ah, ben, je l'ai déjà, je vais pas me faire vacciner, mais non. Exact, Contraire. c'est un point que j'avais, là, un antécédent d'infection au VPH, peu importe il est localisé où, peu importe quoi, on continue ou on initie la vaccination, là, c'est sûr. C'est pas une contre-indication ou on n'est pas immunisé par une infection au VPH, pardon. Qui est, ouais, mon lapsus. Donc, chez les adultes, combien de doses qu'on reçoit? On reçoit 3 doses, donc on en reçoit une au jour 0. On en reçoit une autre 2 mois plus tard, puis une autre 6 mois après la première dose. Donc, on reçoit un total de 3 doses. Avec certains intervalles minimaux à respecter entre chaque. Mais le gros, c'est vraiment au jour 0, au mois numéro 2 et au mois numéro 6. Donc, c'est ce qui conclut là, avec le VPH et tous les vaccins que je vous ai nommés un peu plus, la vaccination générale de l'adulte pour moi. Mais c'est super intéressant, puis je pense qu'il y a beaucoup de patients qui sont juste perdus. Fait que, tu sais, en gros, comme on a dit, pneumocoque, tétanos, puis la grippe, pas mal tous les adultes vont l'avoir à différents temps d'âge. Puis le VPH, c'est quelque chose qui est quand même vraiment pertinent, là, dépendamment des groupes dans lesquels tu te retrouves. Exact. Puis il y a aussi un autre vaccin qui existe et qui peut toucher certains types de populations et un problème de santé qui peut être assez incommodant, le zona, et on en parle... Dans le prochain segment. Exactement.